Avez-vous déjà pensé que l'approche du jardinage de votre grand-mère était peut-être un peu dépassée? Elle enterrait les restes de cuisine directement dans le sol, replantait les pommes de terre germées, achetées à l'épicerie, ou utilisait presque tout ce qu'elle pouvait trouver pour aider son jardin à pousser. Malgré ses habitudes apparemment aléatoires, son jardin restait luxuriant, vert et totalement exempt de parasites sans lui coûter un seul centime. Étonnamment, la science moderne valide aujourd'hui ces méthodes à l'ancienne comme étant parmi les plus efficaces disponibles. Aujourd'hui, nous allons explorer 27 des secrets de jardinage de grand-mère qui étaient autrefois rejetés ou même interdits, mais qui sont maintenant reconnus comme l'œuvre d'un véritable génie du jardinage. Dans les années 1960, l'odeur âcre émanant des seaux de trempage dans l'arrière-cour de grand-mère déclenchait fréquemment les plaintes des voisins. À l'époque, faire tremper des orties était considéré comme une pollution du voisinage en raison de cette intense odeur de fermentation, au point que certains conseils municipaux envoyaient même des lettres exigeant que les gens arrêtent. Beaucoup craignaient que cette eau brun foncé n'attire que les mouches et les germes au lieu d'aider les plantes. Par conséquent, ils se dépêchaient de dépenser de l'argent pour des bouteilles coûteuses de Miracle Gros. Cependant, grand-mère voyait cette mauvaise herbe différemment. Elle enfilait ses gants épais, arrachait soigneusement les orties les plus fraîches, les fourrait dans un seau d'eau de pluie et attendait patiemment pendant 2 semaines. Quand l'eau devenait brun foncé, elle la diluait à un ratio de 1:10 pour arroser ses plants de tomates. Les feuilles devenaient tièces et si vertes, et les fruits si charnus qu'aucun produit chimique ne pourrait jamais les égaler. En 2019, des chercheurs de l'université de Coventry ont donné raison à grand-mère, montrant que ce purin d'ortie fournit tout autant d'azote que les grandes marques commerciales, aidant les plantes à prospérer naturellement. Protéger les jeunes plates-bandes de légumes des visites de lapins ou d'écureuils est toujours un casse-tête pour les jardiniers. Cependant, l'utilisation de poivre ou d'épices dans le jardin fait craindre à beaucoup de gens que cela n'altère la saveur des légumes ou ne brûle les feuilles sous le soleil brûlant. Ils choisissaient souvent des solutions plus extrêmes comme l'installation de clôtures en fil de fer, barbelés inesthétiques ou la pulvérisation de répulsifs chimiques. Grand-mère avait une façon beaucoup plus subtile et douce de protéger ses plantes en utilisant de la poudre de piment de Cayenne. Elle marchait autour de la base des plantes, saupoudrant ce piment pour créer une frontière invisible. Le composé de capsaïcine contenu dans le piment est un puissant irritant pour le nez et les pattes sensibles des rongeurs. Dès qu'un lapin ou un écureuil le touche, il se souviendra de cette sensation désagréable et n'osera pas revenir une seconde fois. Le piment de Cayenne est une matière organique et naturelle qui se biodégrade complètement et ne laisse aucun produit chimique toxique comme les insecticides synthétiques. Cependant, pour certaines feuilles délicates, vous devriez d'abord tester une petite zone pour éviter de les brûler. Après chaque pluie, lorsque l'odeur s'est estompée, n'oubliez pas de saupoudrer une nouvelle couche de piment pour maintenir son efficacité. Lors des étés secs records, où des interdictions d'arrosage étaient mises en place, la plus grande peur d'un jardinier était de voir tout son jardin se flétrir de soif. Pendant ce temps, des centaines de gallons d'eau provenant de la vaisselle, du bain ou de la lessive étaient gaspillés dans les égouts chaque jour, et nos grands-mères en profitaient. Certaines réglementations restent prudentes quant à l'utilisation des eaux grises, en raison des inquiétudes concernant les phosphates des détergents, mais avec les savons écologiques modernes, ce n'est presque plus un problème. Grand-mère avait l'habitude de conserver l'eau de la vaisselle ou du bain en s'assurant d'utiliser du savon biodégradable pour garder ses haricots et ses fleurs en vie. Un ménage moyen peut créer jusqu'à 25 gallons d'eau grise par jour, une ressource précieuse suffisante pour faire survivre un jardin pendant le mois de juillet le plus rude. Il a été prouvé que les jardins de grand-mère restaient verts alors que tout le reste autour d'eux s'asséchait, grâce à cette eau que les gens pensaient autrefois nocive. Votre grand-mère ne s'inquiétait pas des fuites de phosphate, elle s'inquiétait du flétrissement de ses tomates. Des priorités différentes, mais c'est tout simplement du bon sens. Lorsque les prévisions météorologiques annoncent une vague de froid, la panique s'empare souvent des nouveaux jardiniers. Une erreur courante consiste à utiliser de grandes bâches ou des sacs en plastique et à les jeter lâchement par-dessus, ce qui peut accidentellement casser les jeunes branches ou créer un environnement étouffant qui fait pourrir la plante à cause de l'humidité emprisonnée. Grand-mère était différente, elle n'a jamais dépensé un centime pour des équipements de protection coûteux, mais gardait tout de même ses plantes parfaitement à l'abri du gel.
Elle récupérait de grandes bouteilles de lait en plastique ou de vieux pots, en coupait le fond et les plaçait à l'envers sur chaque plantule comme des mini-serres. S'il faisait vraiment froid, elle pouvait entasser un peu de terre ou placer une petite pierre sur le bord pour les maintenir en place. Tout au long de la nuit, le plastique retient la chaleur provenant du sol et empêche le vent froid de toucher directement les feuilles, évitant ainsi la formation de givre. En même temps, il y a suffisamment d'air à l'intérieur pour éviter la pourriture humide que l'on obtient avec les bâches en plastique. Le lendemain matin, à mesure que la température augmente, vous pouvez les retirer ou les entr'ouvrir pour que les plantes ne s'étouffent pas. Cette méthode protège gratuitement les jeunes plantes du froid en utilisant très efficacement des objets du quotidien. De nombreux jardiniers s'inquiètent lorsqu'ils voient les feuilles de tomates commencer à jaunir entre les nervures. Et la réaction habituelle, c'est d'acheter des engrais spécialisés. Mais cela comporte un risque. Une mauvaise utilisation peut brûler les racines et rendre le sol dépendant des produits chimiques, sans même voir de résultats clairs. Pendant ce temps, il existe un moyen plus simple que grand-mère utilise depuis longtemps. Il suffit de dissoudre une cuillère à soupe de sel d'Epsom dans environ 1 gallon d'eau, puis d'arroser la base des tomates toutes les 2 semaines. Pas de mélange compliqué, pas d'équipement spécial. Le succès de cette méthode n'est pas qu'une question de chance. Le sel d'Epsom est en fait du sulfate de magnésium, une source de magnésium, que les plants de tomates consomment très rapidement pendant la photosynthèse. Lorsqu'il manque de magnésium, vous verrez ces feuilles jaunir entre les nervures. L'ajout de cet ingrédient spécifique aide les feuilles à retrouver leur couleur, améliore la photosynthèse et aide la plante à mieux fleurir et fructifier. Aujourd'hui, de nombreux guides de jardinage moderne confirment également le rôle du magnésium pour les plantes, en particulier les tomates. C'est une solution simple et peu coûteuse qui, lorsqu'elle est utilisée correctement, est totalement soutenue par la science. Il existe une astuce de jardinage si puissante qu'elle était autrefois considérée comme un tabou, non pas parce qu'elle échouait ou était nocive, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien. Pendant que les gens s'affairent à courir après des engrais commerciaux qui coûtent cher et rendent le jardin dépendant, une riche source de nutriments naturels provenant du corps est gaspillée. Les inquiétudes passées concernant l'hygiène et la pollution de l'eau ont fait que cette méthode a été abandonnée dans les guides modernes. Cependant, pour grand-mère, l'urine était de l'or liquide, qui pouvait doubler ou tripler les rendements des cultures. La science a prouvé que l'urine fraîche contient de l'azote, du phosphore et du potassium sous une forme que les plantes peuvent absorber immédiatement. Grand-mère l'a dilué avec de l'eau à un ratio d'1:10 et a arrosé la base des plantes, ajoutant souvent une couche de paillis de paille pour conserver l'azote dans le sol. Arroser tôt le matin ou dans la fraîcheur du soir permet de réduire au minimum les odeurs et l'évaporation. Avec un simple arrosoir, vous pouvez transformer ce qui était autrefois considéré comme un déchet en un engrais gratuit, rapide et efficace. Une leçon de survie intelligente de la génération qui nous a précédés. Avez-vous déjà essayé l'une de ces astuces? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Avant que les bacs à compost ne deviennent plus des produits commerciaux compliqués, grand-mère n'avait besoin que d'une pelle et de 10 minutes par semaine pour enrichir son sol. Les méthodes de compostage modernes d'aujourd'hui exigent souvent que les gens surveillent les températures, retournent constamment le tas et achètent des bacs coûteux, ce qui fait que le travail ressemble à une corvée. Certaines personnes craignent que l'enfouissement direct des déchets n'attire les rats et les parasites. Mais la méthode de compostage en tranchées de grand-mère a prouvé le contraire. Elle creusait des tranchées d'environ 12 pouces de profondeur entre ces rangées de plantes, y versait des épluchures de légumes, des feuilles de thé et des coquilles d'œufs, puis les recouvrait de terre. En réalité, ces restes enfouis profondément n'attirent que les vers de terre, les véritables ingénieurs de la nature. Les vers de terre sont attirés par cette source de nourriture et la décomposent directement au niveau de la zone racinaire, tout en aérant naturellement le sol. Après une seule saison, un sol sec et fatigué devient sombre, riche en humus et aussi friable qu'un gâteau au chocolat. Cette méthode simple permet non seulement de se passer d'équipements de compostage encombrants, mais apporte également une vie durable au sol, à partir des choses mêmes que nous allions jeter. Dans les années 1940, les pelouses vertes devant les maisons étaient considérées comme un gaspillage d'espace, et les gens les retournaient pour la campagne Dig for Victory. Cependant, dans les années 1960, cultiver des légumes dans la cour avant a commencé à devenir un tabou, car c'était considéré comme inesthétique, et certains conseils municipaux ont même menacé de donner des amendes à ceux qui le faisaient. De nombreuses familles ont été contraintes de déplacer leur jardinage dans l'arrière-cour, qui était souvent ombragé par la maison,
tandis que la cour avant, ensoleillée, orientée au sud, n'était laissée que pour l'herbe décorative. Cependant, certaines personnes sont allées à contre-courant. Être convenable ne remplit pas l'estomac. Au lieu de garder une pelouse, ils utilisaient le jardin de devant pour cultiver des choux, des carottes et des herbes aromatiques. Placer les plantes là où il y a le plus de lumière augmente le rendement sans nécessiter plus d'espace ou d'argent. Ce qui était remarquable, c'est qu'aujourd'hui, cette approche n'est plus considérée comme inhabituelle. Des mouvements comme incroyable comestible ont prouvé que cultiver de la nourriture juste devant chez soi est parfaitement sensé, aidant de nombreuses familles à subvenir à leurs besoins pendant des mois. Ce qui était autrefois perçu comme une violation des règles esthétiques est aujourd'hui considéré comme une solution intelligente, durable et efficace. À l'époque où les cheminées à charbon étaient encore courantes dans chaque maison, la suie était une ressource riche que grand-mère ne laissait jamais se gaspiller. Beaucoup de gens craignaient que la suie ne contienne des substances nocives si elle était mal utilisée. Mais grand-mère avait un processus très minutieux. Elle stockait la suie dans des sacs secs pendant au moins 3 mois pour laisser les composés soufrés s'adoucir. Après cela, elle en saupoudrait légèrement une couche autour de la base des oignons ou des carottes. La couleur noire de la suie aide le sol à absorber plus de chaleur au printemps, tandis que l'odeur distincte aide à chasser les mouches nuisibles. Plus important encore, la texture rugueuse de la suie est comme un lit de clous sur lequel les limaces ne peuvent pas ramper pour atteindre les plantes. La science moderne confirme que la suie fournit des oligo-éléments comme le potassium et l'azote, aidant à protéger les plantes sans nuire à l'écosystème. De nos jours, l'utilisation de produits chimiques anti-limaces contenant du métaldéhyde a causé de tristes conséquences comme l'empoisonnement des oiseaux et des hérissons dans le jardin, de sorte que la suie est rappelée comme un outil merveilleux. Cependant, vous devez faire très attention à ne pas utiliser de suie fraîche et à ne jamais en répandre une couche épaisse, car cela peut étouffer les racines et provoquer un déséquilibre nutritionnel. Fertiliser chaque plante individuellement est souvent considéré comme un travail difficile, nécessitant de creuser constamment pour que les nutriments puissent atteindre le sol sans être emportés par l'eau. Mais trop creuser peut blesser les racines délicates des jeunes plantes. Et les vers de terre sont la meilleure chose qui puisse arriver à votre sol. Grand-mère a créé des usines d'engrais automatiques directement dans ses plates-bandes de légumes en utilisant de vieux seaux en plastique. Elle prenait un seau sans fond, perçait de nombreux petits trous sur les côtés et l'enterrait profondément dans le sol, ne laissant visible que le couvercle. Chaque jour, elle y mettait des restes de cuisine. Les vers de terre sentaient la nourriture, rampaient à travers les trous, digéraient les déchets, puis ressortaient, transportant les nutriments pour les répandre dans tout le jardin. Le mouvement constant des vers aide également à aérer le sol naturellement, sans aucune interférence brutale de la part des humains. Cette méthode de tour à verre fournit non seulement un engrais constant, mais crée également un système d'élimination des déchets très efficace et propre sur place. Un témoignage de la créativité sans fin des jardiniers du passé. Aujourd'hui, vous pouvez même utiliser des tuyaux en PVC, en perçant des trous sur les côtés de la même manière, et obtenir les mêmes excellents résultats. Les tiges de rhubarbe qui poussent naturellement sont souvent dures, vertes et très acides, ce qui les rend moins populaires pour les desserts. Les jardineries modernes essaient souvent de vous vendre des pots en céramique spéciaux pour la modique somme de 50$ afin de remédier à cela. Cependant, le célèbre triangle de la rhubarbe du Yorkshire a bâti toute une industrie sur une technique simple que grand-mère avait l'habitude de réaliser avec une vieille poubelle. Même résultat, mais coût nul. Grand-mère retournait une poubelle à l'envers sur le plant de rhubarbe vers le mois de janvier. La science derrière cela est fascinante. L'obscurité totale force la plante à brûler l'énergie stockée dans ses racines pour s'étirer vers le haut à la recherche de lumière. En conséquence, vous récoltez des tiges de rhubarbe rose vif qui sont douces et si tendres qu'elles fondent lorsqu'elles sont mijotées plusieurs semaines avant la récolte habituelle. Nous n'avons pas besoin d'équipements sophistiqués pour obtenir des aliments de haute qualité. Nous devons simplement comprendre les lois de la nature. Vous pourriez penser que cela ressemble à une condamnation à mort pour votre jardin, car l'eau bouillante est si chaude qu'elle pourrait tuer les plantes et détruire instantanément les organismes bénéfiques. À cause de cela, beaucoup de gens choisissent de passer des heures penchés à arracher les mauvaises herbes jusqu'à ce que leur dos leur fasse mal, ou ils comptent être sur des désherbants chimiques qui sentent pas le laboratoire. Mais nos grands-parents voyaient une casserole d'eau bouillante sous un angle totalement différent. C'est un outil précis et sûr pour tuer les mauvaises herbes. Il suffit de savoir comment l'utiliser dans les endroits où vous n'avez pas d'autres plantes.
Grand-mère prenait une bouilloire d'eau fraîchement bouillie et la versait directement sur les mauvaises herbes tenaces poussant entre les dalles du patio. La forte chaleur décompose immédiatement la structure cellulaire et cuit les racines pour que les mauvaises herbes ne puissent pas s'en remettre. Cette méthode donne des résultats instantanés, ne laisse aucun produit chimique derrière elle et est parfaitement sûre pour les enfants ou les animaux domestiques qui jouent dans le jardin. Pas de produits chimiques, pas d'argent dépensé et pas besoin de se pencher pendant des heures. De toute évidence, un jardinage efficace ne dépend pas des ingrédients, mais de la façon dont vous les utilisez. L'une des astuces les plus simples qui rend l'industrie des semences très folle est que grand-mère tirait parti de la vie oubliée. Dans les années 60, les experts déconseillaient souvent de le faire par crainte que le mildiou ou les virus ne se propagent des pommes de terre commerciales aux jardins familiaux. Cependant, pour un petit jardin, ce risque est généralement infime par rapport à l'avantage financier, alors que beaucoup de gens sont prêts à dépenser plusieurs livres pour quelques pommes de terre de semences certifiées. Grand-mère utilisait simplement les pommes de terre germées qu'elle achetait au magasin pour quelques centimes. Elle les laissait germer un peu plus dans l'obscurité, puis les plantait dans le sol. À peine 12 semaines plus tard, elle obtenait une récolte de pommes de terre fraîches et solides. Cette petite astuce ne permet pas seulement d'économiser de l'argent, c'est une leçon de respect de la vie dans chaque ingrédient du quotidien, prouvant que la nourriture peut produire plus de nourriture sans intermédiaire coûteux. Il fut un temps où les gens se disaient de ne pas utiliser d'aiguille de pin dans le jardin par crainte que leur acidité ne ruine l'équilibre du sol, rendant les plantes rabougries et finissant par mourir. Notre grand-mère n'avait pas du tout peur de cela. Elle avait l'habitude d'aller ramasser des couches d'aiguilles, de pin sèches, tombées au sol qui sentent le vieux bois pour les répandre autour de ses fraises et de ses roses. Elle recommandait d'étaler une couche épaisse d'environ 2 à 3 pouces pour couvrir le sol. Ce qu'elle faisait en réalité, c'était créer une barrière naturelle contre la lumière, empêchant les graines de mauvaises herbes d'avoir la chance de germer par en dessous. Aujourd'hui, les scientifiques ont complètement validé la petite astuce de grand-mère. En réalité, les aiguilles de pin sèches se décomposent très lentement et le changement de pH qu'elles provoquent est infime par rapport à la structure globale du sol. Au contraire, la légère acidité libérée lors de la décomposition est l'environnement parfait pour que les plantes acidophiles comme les fraises ou les roses prospèrent. Ce paillis agit également comme un excellent coussin pour conserver l'humidité dans le sol en été et garder les racines au chaud en hiver. Les limaces sont toujours les voleurs nocturnes, les chosta, les plus ennuyeux, capables d'engloutir toutes les jeunes pousses de légumes en une seule nuit humide. La solution courante que les gens utilisent consiste à répandre des granulés d'appât chimique bleu partout dans les plates-bandes. Mais la crainte que les oiseaux, ou le chat, ou le chien de la famille ne mangent ces granulés met toujours les jardiniers mal à l'aise. Grand-mère avait une approche beaucoup plus détendue. Pas besoin de produits chimiques. Elle plaçait simplement de vieux morceaux de contreplaqué dans les coins les plus humides du jardin en fin d'après-midi. Les limaces sont très sensibles à la lumière du soleil. Elles chercheront toujours l'endroit le plus sombre et le plus frais pour se cacher lorsque le soleil se lève. Tôt le lendemain matin, grand-mère se promenait et retournait ses planches. Les résultats étaient incroyables avec des dizaines de limaces blotties les unes contre les autres, se cachant juste en dessous, ce qui lui permettait de les ramasser facilement sans dépenser un centime en poison. La science du comportement animal a confirmé qu'il s'agit d'une méthode psychologique parfaite, transformant l'instinct de survie des limaces en leur propre piège. Acheter des pots de semis en plastique n'est pas seulement coûteux, mais crée souvent des déchets inutiles après chaque saison. De plus, lors de la transplantation des semis à l'extérieur, les jeunes racines délicates subissent souvent un choc ou se cassent, ce qui fait que la plante met beaucoup de temps à s'en remettre. Grand-mère ne jetait jamais les rouleaux de papier toilette, car elle savait qu'ils constituaient de parfaits pots de semis biologiques gratuits. Elle mettait les rouleaux debout, les remplissait de terre et y semait des graines. La clé était que lorsque la plante était prête pour le jardin, elle ne sortait pas la plante. Elle plantait le rouleau entier dans le sol. La science de la biodégradation a prouvé qu'il s'agit de la méthode de démarrage supérieure pour les plantes aux racines sensibles, comme le maïs, les haricots ou les radis. Le carton du rouleau disparaîtra complètement dans le sol après seulement quelques semaines, créant une petite source de matière organique et permettant aux racines de pousser naturellement sans aucune interruption. Cette méthode élimine complètement le choc racinaire et garantit le taux de survie le plus élevé pour les semis. En faisant cela, grand-mère n'a pas seulement économisé une bonne somme d'argent sur les pots en plastique, elle a également aidé l'environnement,
Une solution durable que les jardineries modernes ne veulent souvent pas vous dire pour pouvoir continuer à vendre des pots en plastique. Une erreur très courante qui décourage les nouveaux jardiniers est de semer toutes les graines d'un paquet en même temps, ce qui donne 30 têtes de laitue mûrissant exactement au même moment. Cet énorme surplus entraîne un grave gaspillage alimentaire lorsque la famille ne peut pas tout manger, suivi de semaines vides sans aucune feuille verte. Beaucoup de gens craignent que s'ils sèment par l'eau, il sera difficile de contrôler les parasites ou que les plantes ne pousseront pas uniformément en raison des changements météorologiques. Le secret de grand-mère était la technique du semis échelonné persistant. Toutes les 2 semaines, elle semait une courte rangée de légumes verts. Elle ne les semait pas tous en même temps, mais divisait le paquet de graines en plusieurs tournées. Dans l'agriculture moderne, cette technique est appelée semis échelonné, une méthode pour maximiser le rendement en fonction des besoins humains réels. La science a prouvé que le semis décalé aide à répartir les risques liés aux intempéries et aux parasites, tout en prolongeant la période de récolte de nombreuses fois par rapport à la plantation traditionnelle. Cela ne nécessite aucun outil compliqué, juste une planification simple et un peu de discipline et de soin. Les plaintes concernant le manque de terre empêchent souvent les citadins de poursuivre leur rêve d'un potager autosuffisant. Les gens ne se concentrent généralement que sur les plates-bandes à leurs pieds, parce qu'ils craignent que laisser les plantes grimper sur les murs ne provoque des moisissures, ne ruine la peinture, ou n'attire les insectes dans la maison. Cependant, notre grand-mère voyait une mine d'or de productivité dans ces espaces verticaux. Elle utilisait des clôtures en bois et des murs de briques orientés au sud pour cultiver des haricots grimpants, des concombres et d'autres plantes grimpantes. Elle n'avait besoin que de quelques clous et d'un simple filet pour avoir un treillis solide. Les murs, en particulier ceux en briques, ont une grande capacité à absorber la chaleur solaire pendant la journée et à la restituer lentement la nuit. Cela crée un microclimat chaud, aidant les plantes à pousser beaucoup plus vite que celles en pleine terre, qui est souvent froide et humide. Un simple panneau de clôture peut produire jusqu'à 15 livres de haricots chaque été, en tirant le meilleur parti de la lumière du soleil à différentes hauteurs. Aujourd'hui, alors que les architectes appellent cela un jardin vertical et vendent des systèmes d'étagères coûteux, ce n'est en fait qu'une petite astuce intelligente que grand-mère utilisait il y a des décennies pour optimiser son espace de vie. Le gel soudain la nuit est toujours une préoccupation constante qui peut tuer tous les semis nouvellement germés. Les gens essayaient souvent d'utiliser d'épaisses bâches en plastique pour les recouvrir, mais cela peut parfois étouffer la plante et la rendre sujette aux champignons. Et placer des pierres dans le jardin peut gêner l'entretien ou rendre le sol lourd et difficile à travailler. Grand-mère avait une vision complètement différente de ces cailloux silencieux. Elle disposait souvent un cercle de pierres autour de la base des plantes qui aiment la chaleur, comme les tomates ou les poivrons, dès qu'elles étaient plantées. La science l'a prouvé grâce au principe du stockage de l'énergie thermique. Les pierres sont d'excellents matériaux retenant la chaleur. Elles absorbent l'énergie solaire toute la journée et libèrent silencieusement de la chaleur dans le sol pendant les heures froides de la nuit. Ce processus aide à stabiliser la température du système racinaire, garantissant que la plante ne subisse pas de choc thermique et puisse maintenir une croissance vigoureuse, même lorsque le temps n'est pas idéal. Ces pierres dans le jardin de grand-mère n'étaient donc pas des obstacles. C'étaient pas des coussins chauffants entièrement gratuits, alimentés par la nature. À chaque fin de saison, la plupart des gens ont l'habitude de jeter toute la terre de leur pot à la poubelle et de se précipiter pour acheter de nouveaux sacs de terre au magasin. Ce gaspillage ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi le dur labeur de porter des sacs lourds. Les publicités font toujours craindre aux consommateurs que la vieille terre soit morte, complètement vidée de ses nutriments et pleine de germes dangereux. Mais votre grand-mère considérait le sol comme un être vivant qui avait besoin d'être ravivé plutôt que d'être entièrement remplacé. Elle avait une formule simple mais efficace. Elle ne retirait qu'environ le tiers supérieur de la terre de surface fatiguée, puis ameublissait la terre en dessous et y mélangeait un peu de paillis ou de compost fait maison. La science de la microbiologie des sols a confirmé que conserver une partie de l'ancienne terre est une décision très judicieuse. Ce sol a déjà développé une communauté de bactéries et de champignons bénéfiques qui se sont parfaitement adaptés à l'environnement local. Les conserver aide la nouvelle plante à commencer à pousser beaucoup plus rapidement que si on la plantait dans un environnement de sol stérile provenant de sacs achetés en magasin. Cette petite astuce lui a non seulement permis d'économiser une bonne somme d'argent à chaque saison de plantation, mais a également maintenu le sol fertile et friable de manière durable.
Les pots d'herbes aromatiques achetés au supermarché sont souvent une grande déception lorsqu'ils commencent à se flétrir et à mourir en moins d'une semaine. Les gens craignent souvent de ne pas avoir la main verte ou que ces plantes aient été traitées avec des produits chimiques, de sorte qu'elles ne vivront pas longtemps. La vérité est que ces pots sont plantés trop densément dans un petit espace à des fins d'exposition, ce qui fait que les racines étouffent et manquent de nutriments. Au lieu de jeter les plantes flétries et de gaspiller de l'argent pour de nouveaux pots. La semaine suivante, grand-mère effectuait un renversement systématique directement sur le rebord de la fenêtre. Elle achetait un pot de basilic et au lieu de le laisser mourir, elle coupait les branches les plus saines et les mettait dans un verre d'eau propre. La science de la propagation asexuée a confirmé que l'enracinement dans l'eau aide la plante à développer rapidement de nouvelles racines saines. À partir d'un pot d'herbe aromatique, d'origine achetée au supermarché pour seulement un livre, grand-mère pouvait créer jusqu'à 20 nouvelles plantes saines à cultiver dans le jardin. Cela fournissait non seulement une source inépuisable d'assaisonnement frais pour la famille, mais constituait également un moyen intelligent d'économiser, montrant que nous pouvons surmonter les astuces commerciales en comprenant simplement comment les plantes poussent. Chaque fois que vous arrosez une plante en pot, la vue de l'eau boueuse noire s'écoulant du trou de drainage et salissant le balcon ou le porche est un problème ennuyeux pour beaucoup. Non seulement c'est salissant, mais cette fuite de terre au fil du temps expose les jeunes racines, décomposant la structure du sol dans le pot et laissant la plante sans substrat suffisant pour pousser. Beaucoup de gens ont essayé d'utiliser des tessons de poterie ou de grosses pierres pour boucher le trou, mais ils rendent souvent le pot plus lourd et provoquent parfois un bouchon total qui fait pourrir les racines à cause de l'engorgement. Notre grand-mère a résolu ce petit problème ennuyeux avec un délicat filtre à café. Avant de verser la terre dans le pot, elle plaçait un filtre à café sur le trou de drainage au fond. Les fibres de cellulose du filtre sont conçues pour retenir les plus petites particules solides tout en permettant à l'excès d'eau de s'écouler de manière claire. En conséquence, l'espace de vie de grand-mère était toujours impeccable, la terre dans le pot restait stable et les racines des plantes étaient protégées. Au fil du temps, le filtre se décomposera silencieusement, permettant aux racines de pousser facilement à travers. Une solution on ne peut plus simple venue de la cuisine a complètement résolu un problème que même des outils de jardinage coûteux pourraient ne pas résoudre aussi bien. L'apparition de colonies de fourmis dans le jardin s'accompagne souvent de la crainte d'une invasion de cochenilles, car ces parasites vivent en harmonie avec les fourmis. La première réaction de la plupart des gens est d'utiliser de puissants sprays chimiques anti-fourmis, mais cela tue accidentellement d'autres insectes bénéfiques et laisse des produits chimiques toxiques sur les légumes. Les gens craignent que sans utiliser de poison, il n'y ait aucun moyen de se débarrasser des fourmis tenaces. Et s'ils l'utilisent, cela nuit à leur propre famille. Grand-mère a choisi une solution au parfum chaleureux provenant directement de l'étagère à épices, la poudre de cannelle. Elle saupoudrait une couche de cette fine poudre rouge le long du chemin des fourmis et autour de la base des plantes sensibles. L'odeur forte et distincte de la cannelle contient des composés qui perturbent le système de communication par phéromones très sophistiqués des fourmis. Lorsqu'elles rencontrent cette poudre, les fourmis sont complètement désorientées, perdent la trace de leur colonie et sont forcées de quitter le jardin pour trouver un autre endroit. Mieux encore, la cannelle possède de fortes propriétés antifongiques naturelles, aidant à protéger la base de la plante des maladies dans les sols humides. De plus, le parfum de la cannelle laisse une odeur agréable dans l'air, un témoignage de la sagesse d'utiliser des ingrédients naturels pour gérer l'écosystème du jardin. Les outils de jardinage qui ont rouillé après un long hiver dans la remise sont souvent considérés comme des déchets et jetés sans hésitation. Acheter constamment de nouvelles cisailles ou pelles n'est pas seulement un gaspillage d'argent, mais crée également des déchets métalliques, difficiles à gérer pour l'environnement. Beaucoup de gens craignent que l'utilisation de produits chimiques anti-rouille puissants ne ronge le métal ou ne soit dangereuse pour leurs mains. Notre grand-mère ne jetait jamais un objet rouillé. Au lieu de cela, elle préparait un seau et une bouteille de vinaigre blanc bon marché. Elle faisait tremper tous les outils oxydés dans le vinaigre et les laissait toute la nuit. L'acide acétique du vinaigre crée une réaction chimique avec l'oxyde de fer, la rouille, la ramollissant et la faisant s'écailler de la surface métallique. Le lendemain matin, il lui suffisait d'utiliser un vieux chiffon ou une brosse pour frotter légèrement et le métal brillant en dessous réapparaissait comme neuf. Restaurer les outils avec du vinaigre lui permettait non seulement d'économiser une bonne somme d'argent, mais prolongeait également la durée de vie d'objets, qui l'avaient accompagné à travers de nombreuses
saisons de pluie et de soleil. Le soin et l'appréciation de grand-mère pour les objets sont une leçon de mode de vie durable que nous oublions peu à peu. Après chaque repas, l'habitude de verser l'eau de cuisson des légumes directement dans l'évier est un gaspillage silencieux qui se produit chaque jour dans des millions de foyers. Nous ne réalisons souvent pas que pendant le processus de cuisson, de nombreuses vitamines et minéraux précieux se sont dissous dans cette eau. Alors, beaucoup de gens craignent que l'eau des légumes ne provoque des odeurs ou n'attire les mouches si elle est utilisée pour les plantes d'intérieur. Pour grand-mère, cette eau était comme une potion magique pour la terre du jardin. Elle gardait toujours l'eau des légumes, la laissait refroidir complètement, puis l'utilisait pour arroser les pots de fleurs autour de la maison. Des études agricoles ont confirmé que l'eau des légumes est un engrais liquide, extrêmement riche en minéraux, comme le potassium et le magnésium, sous une forme dissoute que les racines des plantes peuvent absorber immédiatement. Et ces nutriments aident les feuilles à devenir brillantes et vertes et renforcent la résistance naturelle de la plante de manière magique. Cependant, il faut se rappeler que l'eau des légumes utilisés pour les plantes ne doit pas contenir de sel ajouté, car cela peut provoquer une sécheresse physiologique et la plante se flétrira parce que le sel peut extraire l'eau de la plante vers le sol. Arracher les mauvaises herbes et les jeter directement à la poubelle est normal, vous le faites tous. Les gens pensent même que si l'on laisse les mauvaises herbes sur place, elles deviendront un nouvel environnement propice à la croissance d'autres mauvaises herbes. Mais si vous connaissez cette méthode de grand-mère, vous ne perdrez plus d'argent en engrais. C'est le thé de mauvaises herbes. Grand-mère mettait toutes les mauvaises herbes arrachées dans un seau d'eau, fermait hermétiquement le couvercle et les laissait macérer pendant environ 2 semaines. Il a été scientifiquement prouvé que ce processus de décomposition anaérobie détruit complètement la capacité de germination des graines tout en libérant dans l'eau tous les nutriments qu'elles avaient accumulés. En conséquence, grand-mère obtenait gratuitement un engrais liquide extrêmement riche en azote et en potassium, aidant les plantes à résister aux parasites et gardant les feuilles luxuriantes et vertes. Cette petite astuce de grand-mère ne permettait pas seulement de nettoyer le jardin, mais transformait les défis en un riche avantage, un témoignage de la sagesse d'un jardinage durable et économe que nous devrions tous adopter. Pendant la saison de plantation de l'ail, à la fin de l'automne, la lenteur des pousses vertes sous la terre inquiète souvent de nombreuses personnes qui craignent que l'ail ne pourrisse avant de pouvoir développer des racines. Les gousses d'ail sèches, avec leur peau extérieure dure, sont souvent très difficiles à pénétrer pour l'eau, ce qui rend le début de la vie très long. Beaucoup de gens craignent que s'il est planté dans un sol sec, l'ail ne soit rabougri. Mais si le sol est trop humide, les gousses sont sujettes aux champignons. Pour éveiller vigoureusement les racines dès le départ, grand-mère donnait toujours un bain aux gousses d'ail toute la nuit avant de les planter. Elle séparait chaque gousse saine et les faisait tremper dans un bol d'eau propre. Les biologistes des plantes ont confirmé que le trempage ramollit non seulement la peau sèche et dure, mais envoie également un signal biochimique fort, activant la croissance des cellules racinaires dès le contact avec le sol. Grâce à cette petite étape de préparation, l'ail du jardin de grand-mère germait toujours rapidement et uniformément, donnant finalement des bulbes solides et piquants d'une qualité bien supérieure. Cette dernière petite astuce de grand-mère est une profonde leçon de compréhension du rythme de la nature, où la préparation la plus minutieuse apporte les plus douces récompenses. D'un seau odorant de purin d'ortie au rouleau de papier toilette sur le rebord de la fenêtre, le jardin de grand-mère n'était pas seulement un endroit pour cultiver des légumes, mais un lieu pour conserver la sagesse et l'amour pour Mère Nature. Ces petites astuces ont été autrefois oubliées ou bannies, mais aujourd'hui elles nous aident à trouver l'équilibre, l'économie et la durabilité. Si ces histoires de sagesse ancestrale ont changé votre façon de voir la terre sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et les secrets que le temps a essayé d'enfouir. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Notre prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.